Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi fondamental que mystérieux, la sensation. Bonjour. Comment est-ce que quelque chose d'aussi simple, sentir le chaud, le froid, comment ça peut naître de l'activité de nos cellules? Hmm. Alors notre guide, c'est le chapitre 3 de l'essai Conscience, l'éveil de la matière de Denis Baudouin. Et l'objectif, il est costaud. Comprendre comment le simple fait de ressentir, comment ça prend forme au niveau biologique tout au fond. Oui, Et attention, parce que l'auteur suggère que ça implique carrément la maîtrise de l'électricité vivante c'est ça. et que ça pourrait même être, je cite, les premières lueurs de conscience. Euh, Rien que ça. C'est une perspective audacieuse, oui, on peut le dire. Et c'est important de bien préciser qu'on va vraiment plonger dans les idées de cet essai en particulier. D'accord. C'est son interprétation de la biologie cellulaire, son hypothèse sur comment une forme de ressenti, peut-être même une proto-conscience, pourrait émerger à cette toute petite échelle. Donc voilà, notre discussion, elle se base vraiment là-dessus. C'est bien noté. Alors, allons-y. Comment ces milliards de cellules, chacune avec sa petite vie propre, comment elles arrivent à communiquer pour créer une expérience partagée, une sensation? Mhm. Comment on passe de la cellule à l'expérience du ressenti? Bon, c'est parti, on décortique ça. Alors, le point de départ qui est proposé, c'est la bioélectricité. Mais attention, faut pas imaginer un simple câble qui traverse le corps. C'est plus subtil que ça, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. L'approche qui est présentée ici, elle voit la bioélectricité pas comme un flux continu, mais plutôt comme un réseau très complexe d'impulsions, discrètes. Ah oui? Ah. Ah, Oui, un peu comme des clignotements ou des messages très très brefs que les cellules s'échangeraient entre elles. d'accord. Et ces échanges constants, ils tissent une sorte de toile invisible, si on veut. Un champ électrique dynamique. Une toile. Oui, qui crée des différences de potentiel et qui peut s'étendre potentiellement à tout l'organisme. C'est une communication de voisinage, mais qui, une fois additionnée, crée un environnement global. Et ce que l'auteur appelle un chuchotement électrique, c'est joli comme image. Ça devient la base même de la perception pour les cellules. Le chuchotement. C'est pas encore une sensation complexe, attention, mais c'est à travers ce champ partagé qu'elles commenceraient, en quelque sorte, à sentir leur environnement collectif, à se situer les unes par rapport aux autres, à percevoir qu'elles appartiennent à un tout. C'est vraiment le fondement d'une communication plus large. D'accord, ok. On a ce champ électrique, cette toile partagée. Mais ça soulève une question quand même. Comment une cellule individuelle, elle sait ce qu'elle doit faire dans tout ce brouhaha électrique? Hmm. Est-ce que le champ transporte des ordres précis, un code pour chacune? Ça paraît super compliqué à cette échelle. C'est une excellente question, oui. Et l'idée qui est développée dans ce chapitre, c'est moins celle d'un langage codé, avec des instructions bien spécifiques, D'accord. que celle de la création d'un espace commun. Il faut imaginer une sorte d'aire de jeu bioélectrique unique, où l'état et l'activité de toutes les cellules se répercutent et interagissent. Une aire de jeu? Voilà, c'est pas tant un message direct qu'une présence partagée, un contexte global qui est ressenti par toutes. Et c'est dans cet espace commun que la magie opère, si on peut dire. Les protéines, à l'intérieur des cellules, elles auraient une capacité intrinsèque de mémoire ou en tout cas de reconnaissance de forme, Mhm. qu'elles pourraient détecter l'état spécifique du champ bioélectrique là où elles se trouvent, localement. Ah, d'accord. Et en fonction de ce contexte qu'elles perçoivent, hop, elles déclencheraient l'activation des bons gènes. C'est comme ça qu'une cellule sait, entre guillemets, qu'elle doit devenir une cellule de foie ici ou une cellule de peau là, et agir comme il faut. Je vois. C'est la reconnaissance du contexte bioélectrique qui guiderait la spécialisation. Et ce qui est fascinant, c'est que cette coopération, guidée par le champ électrique, elle aurait des conséquences très concrètes. L'essai mentionne la capacité à sculpter l'organisme pendant le développement, Oui, à guider la croissance des os, par exemple, ou même à orchestrer la réparation des tissus quand il faut remplacer des cellules abîmées. tout à fait. Tout ça, ça découlerait de cette lecture partagée, de ce contexte bioélectrique. Impressionnant. Mais alors, si chaque cellule réagit à son petit environnement local, celle-ci sent un peu de chaleur, celle-là une petite pression, comment on arrive à une sensation globale, cohérente, genre sentir la chaleur d'une tasse dans toute sa main? Hmm. Comment on passe de ces micro-perceptions tout éparses à une expérience unifiée? C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif pour moi. Oui, c'est le nœud du problème. Et c'est là qu'intervient ce que l'auteur appelle
le champ intégrateur. Le champ intégrateur. Voilà. L'idée forte ici, c'est que ce champ bioélectrique, il n'est pas juste un transporteur passif d'informations séparées. Non, il jouerait un rôle actif d'intégration. Ah, d'accord. Il tisserait ensemble ces signaux épars, le chaud par-ci, la pression par-là, une vibration ailleurs, pour en faire une tapisserie sensorielle, dit le texte, cohérente et pleine de sens. Une tapisserie. J'aime bien l'image. Oui. Il fondrait les perceptions locales en une sorte d'intuition globale, une impression d'ensemble, qui dépasse la simple somme des parties. C'est vrai que l'image utilisée dans le texte pour illustrer ça, elle est parlante, hein. L'abeille et la fleur. Oui, L'abeille, elle perçoit pas la fleur comme une simple liste de molécules chimiques et de couleurs décodées séparément. Non, elle la perçoit comme une invitation vivante à butiner. exactement. C'est cette synthèse, cette intégration que ferait le chant qui donnerait une signification globale à tous ces signaux. Tout à fait. Et cette capacité d'interprétation, de synthèse, elle va au-delà des sens externes. Elle est aussi absolument cruciale pour la régulation interne. Pour maintenir l'équilibre vital, quoi. Ah oui. L'essai explique qu'il y a des capteurs internes qui surveillent en permanence des paramètres clés. Le taux de sucre dans le sang, le niveau d'hydratation, la concentration d'oxygène, les réserves d'énergie. D'accord. Et ces capteurs, ils ajoutent leurs informations au champ bioélectrique pour signaler les déséquilibres potentiels. Et c'est encore l'interprétation qui fait le lien, j'imagine. Un faible taux de glucose dans le champ, c'est pas juste une donnée brute, quoi. Non, C'est interprété et traduit en sensation de faim. précisément. Un manque d'eau devient la soif, un déficit d'oxygène, ce besoin urgent de respirer, une baisse d'énergie, la fatigue. C'est une vraie traduction de signaux biochimiques en expérience subjective, en ressenti. Exactement. Et cette traduction, elle n'est pas passive, hein, elle appelle à l'action. Le texte suggère que lorsque les cellules baignent dans ce champ bioélectrique, qui signale un manque, mettons, le manque d'air, Oui, leurs protéines reconnaissent ce contexte spécifique et activent les réponses nécessaires. Par exemple, la contraction des muscles respiratoires. d'accord. Donc on a une boucle, sentir le déséquilibre, agir pour le corriger et revenir à l'équilibre. C'est un cycle fondamental de survie basé sur le fait de sentir et de réagir. C'est fascinant de voir comment un signal interne, comme le manque de sucre, est traduit, comme vous dites, en sensation de faim. Mais ce mécanisme d'interprétation, comment il s'applique à nos sens qui sont tournés vers l'extérieur? Comment le système fabrique-t-il l'expérience si différente du toucher, de l'ouïe ou du goût, à partir de signaux bruts? Alors le principe général qui est avancé reste le même. On a des capteurs spécialisés qui détectent les stimuli externes. Les photons pour la vue, les vibrations pour l'ouïe, les molécules pour le goût et l'odorat, la pression, la température pour le toucher. Ok. Ces capteurs, ils génèrent des signaux électriques bruts. Mais l'étape clé, selon cette perspective, c'est la synthèse sensorielle. L'interprétation par ce fameux champ intégrateur, elle ne se contente pas d'enregistrer les signaux, non, elle les traite activement. Elle les traite? Oui, pour en extraire des motifs, des structures qui ont du sens. Et ce sont ces motifs interprétés qui seraient perçus subjectivement, donnant à chaque sens sa qualité unique, sa couleur propre. Laissez donner des exemples pour rendre ça plus concret, c'est vrai. Pour le toucher, il est noté qu'un simple contact physique, une donnée de pression, de texture, peut être transformée par cette interprétation en une expérience chargée de sens, beaucoup plus riche que la simple détection mécanique. Une caresse, c'est pas juste une pression qui bouge, quoi. Exactement. Pour Louis, l'idée c'est que l'interprétation ne nous donne pas accès aux ondes sonores brutes, qui sont très complexes. Elle simplifie, elle structure ces vibrations en motifs reconnaissables. La hauteur du son, la fréquence, le volume, l'intensité, le timbre, la durée. Elle identifierait aussi des structures plus larges, comme les rythmes, les mélodies. C'est ce traitement qui transformerait un chaos de vibrations en une texture sonore subjective. Une musique ou une voix qu'on reconnaît et qui peut même rester en mémoire. Le goût, c'est un cas intéressant aussi. Il y a le contact direct des molécules de la nourriture avec les récepteurs sur la langue. L'auteur parle d'une sorte de mémoire des aliments qui s'imprimerait dans les récepteurs et d'action chimique directe. Oui. Mais surtout, le système interprète la signification. Le sucré, ça signale l'énergie, le salé, les électrolytes, l'acide, le pH. Mais la synthèse va plus loin. Elle crée une identité globale pour un mélange complexe. On ne goûte pas une liste d'ingrédients chimiques,
On reconnaît la saveur même de la fraise, comme dit le texte. C'est ça. Cette saveur unique, c'est une création de l'interprétation. Tout à fait. Et l'odorat fonctionne sur un principe similaire avec les molécules volatiles dans l'air. Mais c'est souvent plus subtil parce qu'on respire en continu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Du coup, l'interprétation se concentrerait surtout sur les changements. Changements de concentration ou apparition de nouvelles odeurs. C'est un peu le fameux exemple, on finit par ne plus sentir l'odeur constante d'une pièce ou d'une usine. Ah oui, l'habitude. Sauf si elle change brusquement. Le système filtre ce qui est habituel. Et pour la vision, alors au niveau de base, qui est décrit ici, il n'est pas encore question de reconnaître des objets complexes comme un visage ou une chaise, si j'ai bien compris. Non, pas à ce stade de l'explication. L'interprétation initiale, elle capturerait plutôt les éléments fondamentaux. Les textures visuelles, les variations d'intensité de la lumière, les couleurs, les contrastes, d'où vient la lumière, et surtout, Les mouvements. exactement, les cellules photoréceptrices, elles sont sensibles à différentes fréquences de lumière, les longueurs d'onde, et elles envoient leurs signaux. C'est l'intégration de tous ces signaux qui crée notre perception subjective d'une riche palette de couleurs. Bien plus que juste 3 couleurs primaires. Attendez, la mémoire sensorielle. On s'imagine toujours qu'elle est stockée quelque part, non? Dans une zone du cerveau, un peu comme un fichier sur un disque dur. Mais si je comprends bien, ce chapitre propose quelque chose de radicalement différent. Exactement. C'est un des points les plus déroutants et en même temps fascinants de cette perspective. L'idée qui est avancée ici, c'est que cette mémoire sensorielle, le souvenir du goût de la fraise, la sensation d'une caresse particulière, elle ne serait pas localisée dans un endroit précis. Non? Ou alors, Elle serait plutôt gravée partout à la fois, tissée dans l'état même de ce champ bioélectrique partagé. partout à la fois. Oui, c'est une remise en question assez radicale de nos idées sur où se trouve un souvenir. Le mécanisme qui est envisagé, il repose sur ce que l'auteur appelle la mémoire de la matière. C'est cette capacité présumée des protéines à changer d'état et à conserver une trace de ce changement. D'accord. Une sensation nouvelle, ou particulièrement intense, elle modifierait l'état global du champ bioélectrique. Et cette modification affecterait l'état de millions de protéines partout dans l'organisme. L'empreinte de la sensation serait donc distribuée, inscrite dans la configuration même du champ et des protéines qui le perçoivent. C'est vertigineux comme idée. Mais l'auteur apporte une nuance importante, non? Toutes les sensations ne laisseraient pas une telle empreinte. Tout à fait. Et c'est logique. L'essai suggère que les sensations routinières, celles qui perdent vite leur pertinence, comme la faim, une fois qu'on a mangé, elles ne solliciteraient pas fortement ce mécanisme de mémoire distribué. Ah, d'accord. Ce seraient plutôt les expériences nouvelles, marquantes, riches en informations ou chargées émotionnellement. Celles-là laisseraient une trace plus durable dans cet état collectif, celle qui compte en quelque sorte. D'ailleurs, en parlant de ce qui compte, on a tous fait l'expérience. Un bruit soudain, une odeur qu'on n'attendait pas, ça capte immédiatement notre attention, même si on était concentré sur autre chose. Comment cette perspective explique ça, ce phénomène d'attention sélective? Elle l'aborde avec le concept d'attention naturelle. Face au flot continu d'informations sensorielles, qui pourrait être écrasant, Oui, on est bombardé en permanence. l'interprétation ne traiterait pas tout avec la même priorité. Elle utiliserait une sorte de filtre naturel, intégré au système. Et la fonction de ce filtre serait d'écarter, ou du moins de mettre en sourdine, les informations sensorielles qui sont devenues routinières, prévisibles, habituelles. D'accord. Et ça permettrait de libérer des ressources pour braquer les projecteurs, comme le dit joliment le texte, sur ce qui est inhabituel, nouveau, ou perçu comme particulièrement significatif dans le contexte du moment. L'exemple donné est très parlant. Une caresse inattendue peut nous faire sursauter, focaliser toute notre attention sur ce contact. Oui, Alors qu'un contact habituel ou attendu, comme la pression de nos vêtements sur la peau, passe souvent complètement inaperçu. exactement. Ce filtrage permettrait donc à l'essentiel, au pertinent, d'émerger du bruit de fond sensoriel, pour être pleinement vécu, traité et potentiellement mémorisé. Quel parcours quand même, hein? On est parti de simples impulsions électriques entre cellules, Oui. pour arriver à une vision où existe déjà, à ce niveau fondamental, une interprétation subjective, une mémoire distribuée et même une forme d'attention naturelle. C'est une perspective assez renversante sur ce que ressentir veut dire au fond. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça en synthèse? Si on essaye de distiller l'essence de cette approche, il y a plusieurs idées fortes qui se dégagent, je trouve. D'abord,
le rôle absolument central qui est donné au champ bioélectrique. Oui. Ce n'est pas juste un réseau de communication, c'est vraiment l'espace où l'expérience partagée se crée, s'intègre. Ensuite, l'importance capitale de l'interprétation. C'est elle qui transforme des données physiques brutes en qualité subjective, en saveur d'essence, comme on disait. Sans interprétation, pas de sensation telle qu'on la connaît. Troisièmement, cette idée, pour le moins iconoclaste, d'une mémoire sensorielle qui n'est pas localisée, mais encodée dans l'état global du champ lui-même via la plasticité des protéines. Hmm. Et enfin, l'existence supposée, dès ce niveau cellulaire, d'un mécanisme d'attention naturelle qui filtre et priorise l'information sensorielle, en fonction de sa nouveauté, de sa signification perçue. Ce qui est frappant, c'est que ça suggère que des capacités qu'on associe d'habitude à des systèmes nerveux complexes, interpréter, mémoriser, subjectivement focaliser son attention, pourraient avoir leurs racines bien plus profondément, dans la coopération cellulaire elle-même, orchestrée par ce champ bioélectrique. Exactement. Et c'est ça qui nous amène à la muta, à la réflexion finale, une question qui est laissée un peu en suspens par l'essai lui-même. Ah oui, ça veut... Oui, ça soulève une question importante. Si ces mécanismes fondamentaux, sentir subjectivement, enregistrer l'expérience, y prêter attention sélectivement, existent déjà à ce niveau biologique de base, comment est-ce qu'ils façonnent ou préfigurent les formes de conscience plus élaborées que nous expérimentons? Quelle est la nature profonde de ces premières lueurs de conscience qui, selon l'auteur, pourraient naître de cette maîtrise collective de l'électricité vivante? Une question immense, oui, qui ouvre des perspectives vertigineuses. Voilà qui conclut notre exploration de la sensation à travers le prisme de cet essai. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée. Merci. On espère qu'elle stimulera votre propre réflexion sur ces mécanismes fascinants, vraiment à la frontière entre la matière vivante et l'expérience subjective.